Ok, je vais te dire franchement que c'est super d'être un homme. Je suis assez fort, j'ai pas à me soucier d'accoucher, je peux faire pipi debout. C'est le jackpot. Mais lorsque tu jettes un coup d'œil sous le capot du corps masculin, il y a un certain nombre de choses qui sont tout simplement bizarres. Du daltonisme à la ménopause masculine, en passant par ce qui se passe vraiment sous la ceinture, il est temps pour nous d'apprendre quelques faits peu connus sur le fait d'être un homme. Oh là là, ça va t'ouvrir les yeux, c'est sûr. Des cerveaux plus grands. Pendant des siècles, on a dit aux femmes qu'elles n'étaient pas égales aux hommes en termes d'intelligence, parce que leur cerveau était beaucoup plus petit que celui de leurs homologues masculins. Au fil des ans, cependant, les femmes ont constamment prouvé qu'elles étaient tout à fait capables de répondre à ces idées fausses misogynes, voire de les dépasser. Cependant, en 2014, un examen scientifique de toutes les études qui ont analysé les mesures du cerveau humain a révélé quelque chose de choquant. Les hommes ont en effet un cerveau plus grand que celui des femmes, de 8 à 13% environ. Ils avaient également des régions cérébrales plus grandes associées à la mémoire et à la conscience spatiale. Les femmes, quant à elles, ont des volumes plus importants dans les régions du cerveau qui traitent du langage et des émotions. Mais voilà, il n'y a pas de lien établi entre la fonction et la taille. Donc plus gros ne veut pas dire plus intelligent. Après tout, le cerveau d'un éléphant est 3 ou 4 fois plus gros que celui d'un humain. Et nous n'avons encore jamais vu un éléphant obtenir de bons résultats à un examen de calcul. Mais comment pouvons-nous être sûrs que le fait d'avoir un plus gros cerveau ne signifie pas que les hommes sont plus intelligents? Eh bien, plus de prix Darwin. Pour ceux qui ne le savent pas, les Darwin Awards sont une distinction décernée aux personnes qui se retirent accidentellement du patrimoine génétique humain de la manière la plus spectaculairement idiote qui soit. Qu'il s'agisse de faire du jet ski au large des chutes du Niagara, ou de prendre des selfies stupides et extrêmes, chaque lauréat est un peu plus bête que le précédent. Si tu veux un exemple de classe A, jette un coup d'œil à ma série de prix Darwin couvrant les façons les plus embarrassantes dont les gens sont morts. Si tu le fais, tu pourras repérer une tendance chez les gagnants. La grande majorité d'entre eux sont des hommes. Et je dis bien la grande majorité. En 2014, les prix Darwin ont été décernés à 318 personnes, et un étonnant 89% d'entre eux étaient des hommes. Cela indique que les hommes ont moins d'instinct de conservation et donc d'intelligence que les femmes. Mais ce type d'insouciance a pu être un avantage à un moment de l'évolution humaine. Les hommes des cavernes auraient pu afficher leur domination en s'engageant dans des exploits risqués, comme l'abattage d'une proie dangereuse et de grande taille. Cette stratégie impulsive à haut risque et à haute récompense leur a probablement permis de s'accoupler et d'avoir leur premier accès à la nourriture. Leurs gènes forts et risqués ayant été transmis aux hommes qui nous entourent aujourd'hui. Ceci étant dit, la prochaine fois que l'un d'entre vous essaiera de sauter un pont-levis ouvert avec une voiture, ou de jouer à cache-cache avec un bulldozer, de lauréats très méritants du prix Darwin, demandez-vous simplement ce que feraient les femmes. Développement numérique. Ok, j'ai besoin que tu fasses quelque chose là maintenant. Et non, il ne s'agit pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. Bien que si tu le faisais, ce serait cool aussi. Non, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu étendes ta main sur une surface plane et que tu regardes la longueur de ton index par rapport à celle de ton annulaire. Pour la plupart des femmes, ces deux doigts seront à peu près de la même longueur. Mais pour la plupart des hommes, l'annulaire sera légèrement plus long que l'index. C'est bizarre, non? Les chercheurs ont découvert que la longueur de ton annulaire par rapport à celle de ton index est en corrélation avec la quantité d'hormones mâles, principalement la testostérone à laquelle tu as été exposé dans l'utérus. Aussi cool que ça puisse être, on ne sait pas exactement pourquoi la testostérone a cet effet étrangement spécifique. Les hommes d'autrefois avaient-ils besoin de ces quelques millimètres supplémentaires sur leur annulaire en quelque chose de particulier? Comme se curer le nez de façon experte ou se gratter les fesses? Eh bien, tu peux maintenant utiliser bouton j'aime et s'abonner. Bon, où est-ce qu'on en était? La course aux muscles. De nombreuses femmes travaillent sans relâche à la salle de sport dans l'espoir de se construire un corps mince et tonique. Mais certains hommes n'ont qu'à soulever des poids quelquefois et semblent développer un six-pack du jour au lendemain. Je ne suis malheureusement pas l'un d'entre eux, mais j'ai tout de même envie de savoir quel est l'ingrédient magique de ce développement musculaire rapide. La réponse? La testostérone. C'est la principale hormone sexuelle masculine qui commence vraiment à circuler dans notre corps pendant la puberté. Les hommes adultes produisent naturellement environ 20 fois plus de testostérone que les femmes. Elle affecte certaines parties du développement du corps masculin, comme la masse musculaire, car elle est partiellement responsable de la synthèse des protéines musculaires. Et comme tu l'as sans doute deviné, plus tu peux en synthétiser, plus tes muscles sont gros. Ces taux de synthèse sont également liés au taux métabolique de ton corps. Donc plus tu as de testostérone naturelle, plus il est facile de construire des muscles et de brûler des graisses. Maintenant, tu te dis probablement qu'avoir plus de testostérone te permet de construire plus facilement le corps de tes rêves. Du moins, c'est ce que te diront les hommes bien en chair et gonflés aux stéroïdes qui monopolisent la section des poids et haltères à la salle de sport. Mais avoir trop de testostérone n'est pas toujours une bonne chose. Un problème de calvitie. À l'âge de 50 ans, environ 85% des hommes ont commencé à se dégarnir.
bien que certains essayent de sauver les quelques mèches de cheveux qui leur restent en se coiffant. Mais as-tu déjà remarqué que les femmes, quel que soit leur âge, perdent rarement tous leurs cheveux? Comment ça se fait? Eh bien, j'ai une mauvaise et une pire nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une maladie héréditaire très répandue appelée alopécie androgénétique, plus connue sous le nom de calvitie masculine. Cela se produit parce que chaque mèche de tes cheveux se trouve dans une minuscule cavité appelée follicule. Et avec le temps, ces follicules peuvent rétrécir, ce qui donne des cheveux plus fins, plus courts et finalement, plus de cheveux. Mais si c'est la mauvaise nouvelle, quelle est la pire alors? Eh bien, ce rétrécissement des follicules est causé par une sensibilité génétique à la dihydrotestostérone ou DHT, un sous-produit de la testostérone. Cela signifie que pour les hommes, plus tu as de testostérone naturelle qui t'aide à développer tes muscles et à brûler tes graisses, plus tu risques de produire de la DHT, ce qui tue tes follicules. Ceci étant dit, préfères-tu être une brindille maigre avec une tête pleine de cheveux ou être bâti comme un dieu avec une caboche qui ressemble à un œuf? Dis-le moi dans les commentaires. No pain, no gain. À ton avis, qu'est-ce qui fait le plus mal? Donner naissance à un bébé ou recevoir un grand coup de pied dans les gonades? C'est une question très ancienne qui ne manquera pas de déclencher une guerre entre les hommes et les femmes dans la section des commentaires. S'il ne fait aucun doute que l'accouchement est une épreuve bien plus longue et bien plus impressionnante, il est difficile de dire exactement ce qui fait le plus mal, car toute douleur est subjective. Tout est dans l'esprit et il est donc difficile de comparer directement une expérience à une autre. Ce que les scientifiques savent grâce à leurs recherches sur la tolérance à la douleur chez l'homme, c'est que les femmes ont une densité nerveuse beaucoup plus importante que les hommes dans leur corps, ce qui les rend plus sensibles à des choses comme la douleur. Une étude explique comment les scientifiques ont trouvé une moyenne de 17 fibres nerveuses par centimètre carré dans la peau du visage des hommes, mais environ le double chez les femmes, avec 34 fibres nerveuses par centimètre carré. Pas étonnant qu'elles détestent tant épiler leurs sourcils. Les femmes subissent également des fluctuations hormonales liées à une sensibilité accrue à la douleur, de sorte qu'elles ressentent probablement plus de douleur que les hommes, et plus intensément par-dessus le marché. Cela pourrait indiquer que les hommes ont une plus grande tolérance à la douleur que les femmes, mais ces études ne montrent pas de résultats concrets. Il faut donc poursuivre les recherches. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que la plupart des hommes sont heureux de ne jamais avoir à découvrir à quel point il est douloureux de pousser un bébé entier hors de leur corps. Le corps parfait. Si on en croit les réseaux sociaux, le corps masculin idéal est un ensemble d'abdominaux ciselés, de gros bras, d'une petite taille et de cuisses charnues. Les séances d'entraînement nécessaires sont épuisantes rien que d'y penser. Et il semble que cette forme forte soit la norme de la beauté masculine depuis toujours. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Remontons dans les années 1870, lorsque le corps masculin idéal était étonnamment en surpoids. T'as bien entendu. À cette époque, l'embonpoint était le signe que tu avais les moyens de t'offrir de la nourriture en abondance et donc que tu étais riche. Et quelle femme à l'époque ne voulait pas d'un mari riche, étant donné que les femmes n'avaient pas vraiment le droit de subvenir à leurs besoins? Dans les années 1930, la minceur était soudain à la mode. Ce physique saillant est devenu la tendance commune car les familles de classe moyenne ne craignaient plus de mourir de faim. Et les plus riches d'entre elles pouvaient même se permettre d'être en forme. Puis les années 1960 sont arrivées et les silhouettes maigres aux cheveux longs ont connu un regain de popularité. Ce physique a été popularisé par les rockstars, qui étaient l'incarnation du chic anticorporatif. Puis dans les années 70 et 80, l'utilisation généralisée des stéroïdes a permis à des montagnes de viande comme Arnold Schwarzenegger de voler la vedette. Et il faut croire que plus c'est gros, mieux c'est. Aujourd'hui, la rage des stéroïdes est passée et une sorte de physique déchiquetée sans effort est la principale tendance. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je suis plus proche des années 1870 que des années 2020. Nous avons toutes commencé en tant que femmes. Les gars, avez-vous déjà regardé votre poitrine en vous demandant pourquoi diable ai-je des mamelons? Les femmes peuvent utiliser les leurs pour allaiter les bébés. Alors ça n'a pas vraiment de sens que les hommes en aient, n'est-ce pas? Et si je te disais que chaque être humain sur Terre était autrefois une femme, physiquement et phénotypiquement parlant? Tu vois, nous naissons tous avec un ensemble de chromosomes qui déterminent notre sexe. Pour les femmes, il s'agit de 2 chromosomes X, et pour les hommes d'un chromosome Y et d'un chromosome X. Lorsque nous sommes conçus dans l'utérus, le chromosome Y n'entre pas tout de suite dans notre développement. En fait, les 5 à 6 premières semaines du développement embryonnaire sont influencées par le seul chromosome X. Les femmes développent à partir d'un embryon entièrement développé à partir de chromosome X. Mais après environ 6 semaines, un gène appelé le gène SRY active le chromosome Y. Il est présent et empêche les caractéristiques féminines du chromosome X de se développer davantage, tout en relançant le développement masculin. Cependant, avant que le gène SRY ne soit activé, certaines caractéristiques féminines, comme les mamelons, se seront déjà développées sur le corps du fœtus. C'est pourquoi nous naissons tous avec des mamelons. Ouais, je suis content d'avoir enfin fait le tour de la question. L'homme au lait.
Nous avons établi que les tétons masculins n'ont aucune fonction. Ils ne sont qu'une sorte de décoration corporelle, des ornements de Noël si tu veux bien me pardonner le jeu de mots. Sauf qu'ils ne sont pas toujours inutiles. C'est un fait peu courant, mais les hommes ont la capacité de produire du lait. Le tissu mammaire des hommes et des femmes contient des grappes d'alvéoles qui fournissent du lait en réponse à une hormone produite par l'hypophyse appelée prolactine. Les femmes produisent naturellement environ un tiers de prolactine en plus que les hommes, et pendant la grossesse, cette production est multipliée par 20. Donc techniquement, tu n'as pas besoin d'être enceinte pour produire du lait. Tu as juste besoin d'une poussée d'hormones adéquate. Et celles-ci peuvent augmenter chez les hommes dans de bonnes circonstances. Par exemple, les survivants masculins des camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale ont souffert de la famine pendant des mois et ont commencé à produire du lait après avoir reçu leur premier repas digne de ce nom depuis des mois. Il s'est avéré que leurs glandes productrices d'hormones se sont rétablies beaucoup plus rapidement que leur foie, qui métabolise normalement les hormones, ce qui a provoqué un pic à l'origine de la lactation. Et moi qui pensais que ces histoires de guerre régulières étaient mauvaises. Rencontre avec l'odeur corporelle. Comment peux-tu savoir si un homme est en couple? Peut-être porte-t-il une alliance, tu pourrais peut-être vérifier le statut de sa relation Facebook, ou tu pourrais lui donner un bon gros coup de nez. Cette dernière solution peut sembler bizarre, mais elle renvoie à une étude scientifique menée en 2019. Les chercheurs ont affirmé que les hommes célibataires ont en moyenne des niveaux de testostérone plus élevés que les hommes qui ont des partenaires. Cela s'explique par le fait qu'il y a plus de compétition sexuelle chez les hommes célibataires, ce qui stimule leur corps à produire plus de testostérone, alors que les hommes liés n'ont pas besoin de compétition. Mais lorsqu'elle est décomposée et éliminée par notre sueur, elle produit un produit chimique, l'androsténone, dont l'odeur est aussi âcre que celle de l'urine. Donc, plus tu produis et décomposes de testostérone, plus tu es malodorant. Des chercheurs ont testé cette hypothèse dans le cadre d'une étude menée sur 82 personnes, et les résultats ont montré que les hommes célibataires et hétérosexuels sentaient plus fort que les hommes en couple. Une BO forte indiquant qu'un homme a plus de testostérone, il est probable qu'il ait également d'autres effets liés à une production élevée de testostérone, comme une masse musculaire plus importante et un meilleur potentiel d'accouplement. Cela conduit les chercheurs à émettre l'hypothèse que les BO fonctionnent comme un signal chimique que les femmes captent, censé les aider à identifier les hommes célibataires et à éviter ceux qui sont en couple. Cependant, une autre hypothèse est que les hommes célibataires ont une moins bonne hygiène corporelle parce qu'ils ont de mauvaises pratiques d'hygiène. Je connais quelques célibataires qui vivent dans des sous-sols et qui pourraient certainement confirmer cette théorie. Le point de vue des hommes. Savais-tu que les hommes et les femmes voient les choses différemment? Et je ne parle pas de demander des indications. Tu vois, les hommes ont environ 25% de récepteurs de testostérone en plus dans leur cortex visuel, la partie du cerveau où les images sont traitées, que les femmes. Par conséquent, les hommes perçoivent mieux les changements de luminosité dans un espace devant eux, ce qui signifie qu'ils sont nettement meilleurs pour détecter les détails fins et les stimuli qui se déplacent rapidement. Selon la théorie des chasseurs-cueilleurs de l'évolution humaine, cela leur aurait permis de détecter plus facilement les prédateurs et les proies lorsqu'ils chassaient. Les femmes en revanche distinguent mieux les couleurs situées tout au milieu du spectre visuel, principalement les nuances telles que le bleu et le vert. Cela s'explique par le fait que notre vision des couleurs dépend de 3 types de cônes dans la rétine de l'œil. 2 d'entre eux sont portés par les chromosomes X. Donc avec plus de chromosomes X, les femmes finissent par avoir un meilleur développement des cônes et une meilleure vision des couleurs. Dans la théorie du chasseur-cueilleur, cela aurait permis aux femmes d'être plus performantes dans les tâches de cueillette, par exemple pour distinguer les baies sauvages qui pouvaient être mangées sans danger. Ouais, je suppose que l'herbe est vraiment plus verte du côté des femmes. Barbe brillante. As-tu déjà essayé de te faire pousser la barbe? Si oui, il y a de fortes chances que tu sois un homme. S'il n'est pas impossible que les femmes arborent naturellement un menton poilu, les hommes sont plus enclins à se laisser pousser des longs poils épais et foncés sur le visage. En effet, tout le monde naît avec des poils vélaires légers et doux qui couvrent la majeure partie du corps. À la puberté, nous commençons à produire des hormones, appelées androgènes, qui stimulent la croissance des poils velus et les assombrissent dans les zones sensibles aux hormones, telles que les aisselles et les régions inférieures. Comme les hommes ont également des niveaux de plus élevés d'androgènes, cela stimule la pousse de plus de poils sur le corps et le visage. Mais pourquoi exactement les poils poussent-ils sur notre visage? Eh bien, il existe un faible lien entre la barbe et la perception de la domination, car la barbe a la capacité de faire paraître nos mâchoires plus grandes que ce qu'elles sont en réalité. Tout homme à l'air costaud qui a rasé quelques mois de croissance pour révéler le visage de bébé en dessous saura de quoi je parle. Certaines études indiquent que la barbe est associée à la personne plus âgée, plus forte et plus dominante. Cependant, le fait d'avoir une barbe n'est pas clairement lié à une plus grande quantité de testostérone, à une plus grande masse musculaire ou à une plus grande force. Alors le verdict n'est pas encore tombé. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, les femmes ont choisi des hommes qui portaient la barbe. Ce qui explique pourquoi cette caractéristique faciale poilue a été transmise génétiquement à de nombreux hommes aujourd'hui.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais c'est clairement un trait duquel je n'ai pas hérité. Différence de digestion. Combien de temps penses-tu qu'il faut à la nourriture que tu manges pour traverser ton système digestif et ressortir? Certains d'entre vous savent peut-être par expérience que si l'on se fie au maïs, ce que le temps varie généralement entre 24 et 72 heures. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce temps dépend aussi du fait que tu sois un homme ou une femme. Tu vois, une étude de 2019 a marqué le temps qu'il fallait à 21 personnes en bonne santé pour digérer le même aliment. En moyenne, les hommes ont mis 33 heures pour digérer leur nourriture, tandis que les femmes ont mis près d'une demi-journée de plus, soit 47 heures. Maintenant, il ne s'agit que d'une seule étude, donc nous ne pouvons pas dire si c'est vrai pour tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants. Mais nous savons que lorsqu'il s'agit du côlon, la partie la plus longue du gros intestin, les hommes ont en fait des côlons beaucoup plus courts que les femmes. Des côlons plus longs et plus lents à vider signifie que les femmes sont presque 2 fois plus susceptibles de connaître des problèmes coliques au cours de leur vie, qu'il s'agisse de constipation chronique ou d'un besoin urgent d'aller à la selle. Cela signifie que l'homme moyen a des pauses toilettes plus courtes, alors que les femmes ont généralement besoin d'un peu plus de temps pour s'occuper de leur colique chronique. Appuie sur l'accélérateur. Nous avons donc établi en moyenne que les hommes sont naturellement plus grands et plus forts que les femmes. Mais lorsqu'il s'agit du domaine des P, ce sont les hommes qui sont les plus faibles. Comment c'est possible? Eh bien, les flatulences se produisent lorsque les bons microbes de notre intestin fermentent les aliments non digérés, produisant ainsi du sulfure d'hydrogène. C'est ce produit chimique qui donne à nos orteils des odeurs qui piquent sérieusement le nez. Tu sais, celles qui sentent l'œuf pourri. Mais les chercheurs professionnels sur les flatulences, ce qui est en quelque sorte un véritable titre de poste, ont cherché à en savoir plus. Dans une étude, ils ont mesuré la quantité de soufre malodorant libéré par des hommes et des femmes qui avaient suivi le même régime alimentaire composé de haricots pinto et de laxatifs. Savoureux. Les données recueillies au cours de l'étude ont révélé que les hommes avaient une concentration moyenne de soufre de 0,59 ml par P, alors que les femmes ont presque triplé ce chiffre, avec une moyenne de 1,77 ml. Cela signifie que le murmure des faits standards des hommes était loin d'être aussi nocif que celui des femmes. Mais pourquoi les femmes ont-elles des vents plus nauséabonds que les hommes? Cette question fait actuellement l'objet d'un débat. Certains pensent que la longueur accrue du côlon féminin donne aux aliments plus de temps pour fermenter, ou qu'elles ont plus de microbes dans leurs intestins. Quelle que soit la raison, la prochaine fois que tu chercheras à savoir qui l'a fait, assure-toi de regarder vers la femme dans la pièce. L'apogée de la mode. C'est un secret pour personne que les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes grâce à de nombreux facteurs génétiques, hormonaux et évolutifs. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que dans les années 1600, la taille moyenne des hommes européens a atteint un niveau historiquement bas, de seulement 1,60 m, ce qui a forcé une innovation incroyable. S'agissait-il des chasses, d'escabeaux, peut-être de sièges d'appoint? Non, il s'agissait en fait de talons hauts. Ils remontent à la Perse du XVe siècle, où les soldats en portaient pour mieux fixer leurs pieds dans les étriers. Les migrants perses ont apporté cette tendance en Europe où les aristocrates masculins les portaient pour paraître plus grands et plus redoutables. En 1673, le roi de France, Louis XIV, a introduit à la cour de France un ensemble de chaussures à talons et semelles rouges qui sont ainsi devenus un must de la mode masculine pendant une centaine d'années. À cette époque, les femmes adoptaient à peu près les modes masculines, comme couper leurs cheveux courts et porter des chapeaux. Elles ont donc commencé à porter des talons hauts, et depuis, ils sont devenus un élément de la mode féminine. Il est tout de même amusant de penser que si les femmes ne les avaient pas adoptés, les talons hauts pourraient être considérés aujourd'hui comme une chose massivement masculine à porter. Voilà une émission de bodybuilding que je paierais pour regarder. La pomme d'Adam. Certains sont si grands qu'il est difficile de ne pas regarder, tandis que d'autres sont si petits que tu les remarques à peine. Tu vois ce que je veux dire? Eh non, sors ta tête du caniveau, je parle des pommes d'Adam. Les hommes comme les femmes en ont, mais celles des hommes sont généralement plus volumineuses et plus visibles. Comment ça se fait? Eh bien, cette caractéristique de la gorge est en fait un morceau de cartilage enroulé autour du larynx, également connu sous le nom de boîte vocale, qui se développe pendant la puberté. Les hommes ont tendance à avoir des boîtes vocales plus grandes que les femmes, et le cartilage qui les recouvre est donc généralement plus épais. Et en raison de leur larynx plus grand, les hommes ont tendance à avoir une voix plus profonde et plus forte que les femmes. Mais du point de vue de l'évolution, pourquoi auraient-ils besoin d'être plus forts? On pense que les hommes utilisaient autrefois leur voix pour intimider leurs rivaux. Comme nous sommes des créatures sociales, les hommes ont probablement essayé d'effrayer les autres mâles pour les éloigner de leurs ressources et de leurs femelles sans avoir recours à la violence, car ce geste représente un risque pour eux aussi. Ça ressemble à ce que l'on voit chez les gorilles, où les mâles frappent la poitrine et grognent contre leurs rivaux pour les effrayer au lieu de se lancer dans une attaque immédiate, beaucoup plus risquée. J'espère que ça signifie que les hommes sont un peu plus intelligents que le singe moyen. La ménopause pour lui.
En vieillissant, les femmes atteignent un âge où leurs hormones changent soudainement. La production d'hormones sexuelles féminines, œstrogènes et progestatifs, diminue, ce qui les amène naturellement à ne plus pouvoir avoir d'enfants. Cette fluctuation hormonale, appelée ménopause, déclenche des sautes d'humeur, des bouffées de chaleur, des changements corporels et est souvent la cible de nombreuses plaisanteries. My mom's ancient and grappling with the onset of menopause. Go to your room! Les hommes pourraient trouver cela drôle, jusqu'à ce qu'ils apprennent que les femmes ne sont pas les seules à souffrir de ménopause. Également connue sous le nom de syndrome de l'homme irritable, la ménopause masculine commence généralement à toucher les hommes entre 30 et 40 ans. Tout comme les femmes, leur corps cesse naturellement de produire certaines hormones sexuelles, notamment la testostérone. Mais au lieu de s'arrêter soudainement, les hommes cessent de produire de la testostérone progressivement, avec une baisse pouvant aller jusqu'à 2% par an. En fin de compte, tout cela s'additionne et combiné à des choix de mode de vie comme une mauvaise alimentation et un manque d'exercice, cela peut entraîner une prise de poids, des sautes d'humeur, de l'irritabilité et même des bouffées de chaleur. Contrairement à la ménopause féminine, la ménopause masculine n'affecte pas la fertilité, bien qu'il n'y ait pas de meilleur moyen de contraception que d'être un vieil homme grincheux. Le suricate automatique. Très bien, il est temps de parler du serpent de ton pantalon. Mais pour éviter que ce sujet ne déclenche tous les algorithmes de suppression de YouTube, je vais utiliser un langage un peu plus doux pour tout expliquer. N'importe quel homme te dira qu'il n'a pas beaucoup de contrôle sur le fait d'avoir une tente de pantalon. Les femmes peuvent penser qu'il s'agit d'une excuse, mais il s'agit en fait d'une réaction automatique provoquée par le système nerveux parasympathique du corps. C'est ce même système qui te fait réagir physiquement à certains stimuli, comme la chair de poule ou les frissons. Tu en veux la preuve? Eh bien, lorsqu'ils dorment la nuit, les hommes ont tendance à aérer, à planter une tente 3 à 5 fois en moyenne. Mais pourquoi cela se produit si souvent lorsque tu dors? C'est ce qu'on appelle la tumescence pénienne nocturne, un phénomène lié à la phase la plus profonde du cycle du sommeil, connu sous le nom de sommeil à mouvement oculaire rapide, REM. Le sommeil paradoxal est le type de sommeil profond où tu rêves, mais ce ne sont pas les rêves racoleurs qui déclenchent ce phénomène de super raideur. Lorsque le suricate d'un homme est à l'affût, il se remplit de sang et devient rigide. Habituellement, un neurotransmetteur du cerveau appelé norépinéphrine peut empêcher le suricate d'apparaître en stoppant l'afflux du sang vers le suricate. Mais pendant le sommeil paradoxal, les niveaux de norépinéphrine chutent, ce qui entraîne l'apparition de quelques suricates. Ouais mec, je pourrais plus jamais regarder le Roi Lion de la même façon. Eh bien, j'ai définitivement appris une chose ou deux, et lequel de ces faits bizarres t'a le plus choqué? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.